Je vais commencer par une question parce que moi ça m'intéresse depuis le début, c'est qui dans la salle, j'imagine, il y a un scandale dans un incinérateur à côté de Lyon, qui demain peut y être à 8 heures et faire une enquête sur ce scandale dans la journée et rendre 6000 signes pour le soir 8 heures. Marc, par exemple, tu peux, toi. Oui, ça va. Il faut que je me lève. Qui peut récupérer, je prends n'importe quoi, un fichier XML mal structuré avec la liste de la gestion des déchets dans les 36 000 communes d'Île-de-France et en faire un fichier CSV correctement structuré. Et déjà, il y a plus de mains qui se... Marc, il faut que tu travailles avec tous ces gens-là. Voilà, c'est juste été rapidement pour montrer qu'il y a des compétences qui sont très différentes. C'est des exemples que je voulais montrer, en fait, c'est ça. Moi, je dans une problématique qui n'est pas du tout celle de 89. On est à Libération, vieux média, comme on dit. Moi, ma problématique au quotidien, elle vient de ce qui s'est passé avec le deuxième onglet, plutôt, carte des communes concernées par la loi SRU. Voilà. En fait, nous, à Libé, historiquement, on a commencé à s'intéresser aux données. Simplement, le jour où on s'est aperçu, moi je me suis aperçu que les journalistes étaient assis sur des tas d'or et qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Donc nous, la problématique, c'est pas tout à fait la même que le 89, c'est une équipe qui est moins resserrée, moins compacte, où les gens ne comprennent pas le HTML, ne savent même pas ce que c'est qu'un tableau Excel quand ils en reçoivent un. En revanche, il y a des rubricards dans beaucoup de domaines. On a un rubricard logement, par exemple. Et cette carte, en fait, son histoire, c'est la première fois qu'on a travaillé sur des données qu'on a justement travaillé entre rédacteurs, développeurs et, en l'occurrence, pas de graphiste, ça se voit. Enfin quoi qu'il y avait si quand un graphiste dans le coin qui nous a des trucs picto. On a vu pire en matière de voilà. Mais en l'occurrence c'est le jour parce qu'il est complètement arrivé par hasard, il est passé au service web en disant oui demain on fait une carte dans le journal avec 15 cartes qui payent des grosses amendes pour la loi SRU, est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose sur le web? Je dis oui, on regardera ta carte, je ne pensais même pas, et tout à coup je lui dis envoie-moi ta carte ou tes données par mail. Et qu'est-ce que je reçois? Je reçois en fait un tableau Excel avec l'intégralité de la liste des villes concernées par le SRU. Tableau qui n'était pas public, qu'il avait récupéré au ministère directement, qui n'avait pas encore été rendu public. Et donc immédiatement, on s'est mis avec un développeur et on a commencé à structurer et à faire cette carte, donc qui est sur OpenStreetMap. Donc ça a été le travail qui a été fait pour arriver après à déterminer les villes en gris dont le taux de logements sociaux est inférieur à 20%, donc en dessous de la loi SRU, les villes payant une amende effective, c'est-à-dire celles ne faisant pas l'effort de rattrapage tel que la loi l'implique, en rouge, et voilà, et en gros les villes dont le taux de logements sociaux est inférieur à 5% sont en orange, mais elles ne payent pas d'amende parce qu'elles sont sur une bonne trajectoire. Donc à chaque fois, évidemment, c'est une carte OpenStreetMap extrêmement classique, donc l'intérêt numéro 1, c'est de mettre sous une forme assez facile à disposition des données qui sont, en gros, qui sont nulle part et qui sont parfois difficiles à lire. Et donc quand on zoome, on retrouve à chaque fois, sur chaque ville, le taux de logement social, le nombre d'habitants, l'amende et le coût par habitant de l'amende. Ce qui était par ailleurs, au passage, des petites infos en plus qu'on peut rajouter qui sont très faciles à faire et que, accessoirement, les journalistes pensent rarement à calculer. Donc tout le monde mettait, par exemple, à cette époque-là, on se demandait si Paris allait payer une amende ou pas, ce qui n'était pas le cas, parce que Paris était sur une bonne trajectoire de rattrapage. Il y avait des tas de papiers sur le fait que Paris aurait dû payer une amende de X millions, rapportée au nombre d'habitants, cette amende théorique, c'était peanuts. Alors qu'il y avait des villes qui, en fait, payent des amendes qui sont ridicules, donc personne n'en parlait, mais en fait, c'était énorme, parce que ça rapporte une d'habitants. Donc ça a été la première chose, et depuis, l'idée, c'est plutôt de se concentrer dans une rédaction comme Libé, c'est d'arriver à sensibiliser suffisamment les gens pour que eux se rendent compte de l'éventuelle mine d'or sur lesquels ils sont assis. Et ça, c'est crucial. Alors, toujours très vite, il y a un cas qui a été très fort, premier onglet, même topo, hein, donc pas spécialement d'effort graphique, etc. Là, c'est la carte des emprunts toxiques distribuée par Dexia. Donc, pour mémoire, Dexia avait distribué des emprunts de type subprime, comme aux États-Unis, à des taux variables indexés sur le franc suisse et des trucs de délire, à, en gros, quasiment l'intégralité des collectivités locales, une grosse partie des collectivités locales françaises, et y compris les hôpitaux, les organismes publics, les régions, les départements. Ça a fait de gros scandales, il y a la Seine-Saint-Denis qui a quasiment été mis en faillite à cause de ça, il y avait beaucoup de barouf. Et à un moment, il y a un journaliste, Nicolas Cory, qui est spécialisé dans la finance, qui se retrouve, qui vient me voir et qui dit « Oui, j'avais vu la carte sur la loi SRU que vous aviez faite. » Ben moi, il se trouve que j'ai un énorme tableau avec plus de 10 000 lignes où j'ai l'intégralité des emprunts toxiques distribués par Dexia. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Lui, il avait prévu des papiers, on a dit, on a fait un événement, il détaille ça, le truc, mais c'est vrai que cette masse de données,
à part la mettre sur une carte pour, en gros, rendre publique cette information et la rendre aux gens qui ne sont même pas au courant, parce que la plupart des collectivités locales, quand on est en Seine-Saint-Denis et que c'est Claude Barthelone, il sait quel problème il a des conseillers pour étudier les problèmes de restructuration de la dette qu'il a. En revanche, dans la carte, il y a des tas d'endroits où c'est des bleds. Les gens ne savent même pas qu'ils avaient ces emprunts sur le dos. Et ils l'ont découvert en allant sur la carte. Et alors ça, moi ce que j'ai trouvé extrêmement fort et qu'on a, donc c'est pareil, la manipulation est assez lourde, etc. Mais au moins toutes les données étaient rendues accessibles, ce qui était le truc qu'on voulait faire. Au passage, en termes d'audience, ça a été absolument colossal, c'est-à-dire qu'on avait passé les 700 000 pages vues sur cette carte, mais pour une raison très simple, et ça on ne l'avait pas anticipé, mais c'est évident, c'est la réappropriation de cette carte au niveau local. C'est qu'au moment où on l'a mise en ligne, on a commencé à avoir des liens comme on n'en avait jamais vu sur toute la PQR de France. Et ce qui est logique, c'est qu'en gros, réflexe normal, les gens en PQR, ils ont vu cette carte, ils ont zoomé dans leur coin, et ils ont commencé à décrocher leur téléphone, vous êtes au courant, vous avez tel emprunt, à vérifier, comment en plus on donnait, quand on clique dessus, à un moment, voilà, si tu fais voir le détail, voilà, on met la fiche complète. Et on s'est posé la question jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que journalistiquement, c'est dit, le lecteur s'en fout de savoir que c'est un nom de l'emprunt type top Euribor, machin, structure complexe, même le nom est drôle, type top. Il y a des choses comme ça. Donc nous, on avait structuré des données, le ratio sur le surcoût, des données de base comme ça, qu'on avait détaillé à côté pour expliquer comment ça fonctionnait. Et puis à la fin, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces données? Oh, bah on a qu'à mettre voir le détail, puis ça s'affichera. Mais heureusement qu'on l'a fait. Parce que c'était, en fait, pour les collectivités concernées et pour la presse locale qui bossait, ou pour la suite, justement, les gens qui allaient s'appuyer sur ces données-là pour continuer à mettre en cause Dexia, c'était là-dessus qu'ils s'appuyaient. Et donc, du coup, ça a été un effet de levier absolument impressionnant qui nous a valu un procès, tout ce qu'on veut, tout bien. Mais l'effet de levier a été extrêmement impressionnant et moi, à titre perso, c'est ce jour-là que j'ai vraiment compris la force que ça pouvait avoir et donc l'enjeu absolument colossal qu'il pouvait y avoir à arriver à faire travailler ensemble des rédacteurs, mais vraiment classiques, je parle pour le coup vraiment de Ricard, voilà, c'est pas le cas de Nicolas, mais celui qui travaille sur le logement, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, Nicolas il a 35 ans, c'est des gens qui peuvent ne jamais avoir vu un tableau de leur vie, qui vont recevoir les données sous n'importe quelle forme, et l'enjeu, effectivement, c'est un, qui s'en rend compte, deux, qui est quelqu'un qui arrive à faire la passerelle, et puis après, évidemment, d'arriver à faire travailler avec des développeurs pour extraire les données correctement, les présenter, et d'avoir un intérêt journalistique fort. Rapidement, juste parce qu'on ne fait pas que ça, je vous demande de quelle couleur politique je vais rester sur les cartes, parce que c'est, avant de faire des choses compliquées, la synthétisation des cartes à la volée est toujours intéressante, vas-y descends tout simplement. Voilà, tout bête. Tout bête, mais c'est, il y a un travail, alors pareil, travail extrêmement classique, je ne fais pas, c'est pas OpenStreetMap, c'est vraiment du Google Maps. Là, en l'occurrence, le conseil du développeur, ça a plutôt été de m'aider à structurer les données que j'avais récupérées en format, en vrac, dans un tableau Excel, et il m'a aidé entre Excel, Google Fusion, etc. Voilà, après on a fait des cartes. Accessoirement, moi j'aime beaucoup les cartes parce qu'on a quand même une audience qui est nationale et les journaux y pensent toujours. Et quand on a une carte comme ça, quand elle est réutilisée à l'IB Marseille et qu'il fait un zoom sur son coin, ça refait des effets locaux extrêmement forts. Voilà, et ça c'est des travaux qui sont très simples à faire, mais mine de rien, on s'en rend compte, moi je trouve ça, on était en période électorale, moi c'est la première campagne que je vis de l'intérieur parce que j'étais service politique à ce moment-là, et il y a un côté assez magique d'être maître de ses propres cartes électorales. Et je ne l'avais pas anticipé, c'est-à-dire que je n'avais pas travaillé en amont en me disant tiens, comment on fait des cartes électorales, c'est quoi la tradition, etc. C'est en gros, c'est tout d'un coup, j'ai un peu travaillé sur les données avant, et tout d'un coup il y a les résultats des élections, et je me dis mais c'est trop con, il y a matière à faire, ça a été très loin. Mais en revanche, ça n'existe pas, c'est que d'habitude le trajet, c'est des trucs où les cartes, l'analyse électorale, c'est sous-traité à l'extérieur, c'est des allers-retours, c'est des investissements colossaux, le monde fait des très beaux cahiers chaque année, des choses comme ça. On a entre les doigts des outils maintenant qui permettent de se réapproprier des éléments aussi vitaux démocratiquement que ça. Mais là, les données viennent de sondage avec lequel l'IB est partenaire ou Pas du tout, ça c'est données totalement données ministère de l'Intérieur, avec les défauts que ça a. Parce qu'en général, il y a des erreurs dans ces données. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé les données départementales. Ça permet de lisser les erreurs et de retrouver ce qui t'intéresse, c'est-à-dire des choses plus variées. Donc ça voilà, c'est juste pour montrer que c'est au-delà du rapport avec les développeurs, c'est d'avoir une sensibilisation à l'utilisation des données et des outils qui existent et qui sont nombreux, disponibles, et que les journalistes eux-mêmes se sensibilisent à ça, ça permet
d'aboutir à des choses parfois très rapides, très efficaces, très simples. Et dernier point pour sortir complètement de la carto, alors malheureusement c'est plus en ligne, mais c'est juste pour raconter une histoire qui est intéressante, et là pour le coup qui a été une vraie collaboration développeur-journaliste, c'est l'association qu'on a eue avec l'AFP pendant la campagne présidentielle, où l'AFP est arrivé avec un projet qui sortait de leur labo, qui était un projet en fait où ils avaient indexé les citations tirées des dépêches. C'est-à-dire qu'ils savaient associer une citation à un locuteur, ce qui paraît comme ça, voilà, mais tirer des dépêches qui ne sont évidemment pas construites. Ça, c'est plutôt un travail assez intéressant d'analyse sémantique, et qui était un prototype dont ils ne savaient pas trop quoi faire, et ils nous proposaient d'essayer de travailler sur quelque chose avec. Alors, on a réfléchi avec eux, avec nos propres développeurs, on a essayé de trouver une solution. Alors malheureusement, là, j'ai pas la démo parce qu'ils ont débranché de leur côté, donc ça ne fonctionne plus, mais on s'était calé sur ce qu'avait fait Google pour les élections américaines précédentes. C'était pour ça que ça s'appelle le match des mots, c'est qu'on tapait par exemple nucléaire dans le moteur de recherche, et ça ressortait sous forme de 2 colonnes ceux qui avaient le plus de fois utilisé le mot nucléaire dans le contexte de la campagne présidentielle, puisqu'on allait taper que dans le corpus des dépêches AFP France 2012, dans ce qui est campagne présidentielle. Et donc pour nucléaire, on se retrouvait en plein débat où il y avait, je sais pas, il y avait Joly d'un côté et de l'autre Montebourg, c'était pas le cas à l'époque, mais et on voyait qui avait dit quoi, il y avait la liste des citations, donc il y avait les quotes qui s'affichaient en énorme, et on pouvait cliquer, on avait la source avec la dépêche, et en fait on avait tous les locuteurs qui avaient utilisé ces mots-là, classés par ordre de celui qui avait le plus utilisé le mot à celui qui l'avait moins utilisé, et on pouvait les comparer, évidemment choisir les uns avec les autres. Et il y a une petite subtilité, c'est qu'on pouvait comparer 2012-2007, ce qui permettait par exemple de comparer Marine Le Pen 2012 avec son père en 2007. Ou Sarkozy 2012, Sarkozy 2007 sur les mêmes thèmes. Et ça, voilà, c'était vraiment une réutilisation d'une matière brute, voilà, pour le coup, qui est vraiment un travail d'association entre des journalistes et des développeurs. Au passage, je dis juste parce que là, ce genre d'outil est extrêmement utile et accompagne bien une campagne, ou ce genre d'outil accompagne bien un événement, parce qu'il resserre tout le temps pour recontextualiser. On peut évidemment, certainement, il y a des débats, on peut renvoyer à ça à tout instant, faire des recherches, et à la fin les journalistes en interne à l'IB s'en servaient eux-mêmes pour vérifier et reprendre des fils de débat. Donc voilà, et juste pour clore, sur la situation aujourd'hui à Libération, je pense qu'elle n'est pas très éloignée de beaucoup de journaux, c'est qu'on est très très loin du ballon. Le coup, c'est un cas qui est très différent de rue 89 ou d'une structure, des structures comme ça plus homogènes, plus petites, qui arrivent à développer une culture commune. Nous, on est dans une rédaction qui est étalée sur plusieurs étages, qui est dominée par la culture du papier, où les gens ne se rendent pas compte et ne se parlent pas forcément. Et c'est valable des deux côtés, où les développeurs sont plutôt sur des tâches qui sont des tâches très détachées de l'information elle-même, et les journalistes sont très éloignés de la technique. Et donc déjà, le simple travail d'arriver à faire des espaces communs entre ces cultures-là est en soi un vrai travail quotidien, et un vrai travail qui, pour notre part, ne fait que commencer. Mais je pense que c'est aussi, et alors ça je finirai juste là-dessus, puisque c'est aussi la théma, c'est comment les gens peuvent s'apporter, comment il peut y avoir, notamment en France, quelles sont les choses qui manquent. Bon, il y a un truc qui me frappe aujourd'hui, c'est la disparité. En fait, il y a plein de briques d'outils dans certains sens, et qui sont parfois pas toujours, enfin qui ne sont pas directement adaptés au travail de journaliste, et on a tendance à aller au plus simple. Pourquoi on utilise une Google Map plutôt qu'OpenStreetMap, par exemple? Parce que tout simplement, moi je sais faire Google Street Map tout seul directement avec les outils qui existent. OpenStreetMap, alors voilà, j'ai un peu bossé cet été, je commence à voir Python, machin, truc, faire des requêtes, du JavaScript, et ça commence à devenir lourd et on ne peut pas le demander aux journalistes. Donc il y a un moment où des outils qui seraient plus génériques et qui permettraient de se détacher des grands acteurs dominants type Google, mais je dis pas ça au sens boule et vilain capitaliste, c'est que je dis c'est jamais bon de dépendre d'un acteur et d'un seul. On l'a vu récemment avec Twitter, le jour où Twitter décide de couper son API, de ne pas autoriser certains trucs, c'est la merdasse. Donc si vous avez développé vous-même une appli qui s'appuie sur Twitter et sur une fonction qui décide de tout autoriser, c'est terminé. Donc le jour où Google, et c'est déjà le cas, je sais qu'on avait développé des choses, par exemple on allait taper en géolocalisation, d'aller chercher à partir, c'est un des gros enjeux sur les cartes, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a des listes de lieux et on veut les transformer en longitude et latitude, tout simplement pour avoir des données fiables et traitables plus rapidement.
Le problème, c'est que d'aller géocoder ces lieux-là, on utilise des services, il y a des services libres, et les services malheureusement les plus fiables et qui donnent les résultats les plus contrôlables, aujourd'hui c'est plutôt ceux de Google, même si ça s'ouvre. Et à un moment, on avait fondé toute une appli là-dessus, et un jour Google a limité le nombre de requêtes. Et quand tu te retrouves avec 1000 requêtes par jour et que tu as 36 000 communes, par exemple, tu es un peu dans la merde. Donc tous les outils qui permettent toute l'infrastructure qui pourrait être mutualisée au niveau de la fabrication de l'information en France et qui pourrait permettre de se détacher, je ne dis pas pour des choses très particulières, c'est pour ça que je fais exprès moi de faire, on a fait des choses beaucoup plus sur mesure, notamment avec Blue Data, on a des expériences passionnantes pour la présidentielle, sur la mise en scène des programmes, on aurait pu parler de ça aussi qui sont des enjeux même de quelle narration on peut faire avec la technique, mais là, je suis vraiment sur la base, c'est qu'il y a plein d'outils qui ne sont pas utilisés aujourd'hui par les médias, ou très peu, qui sont des outils standards d'analyse de données, et où grosso modo, si on n'arrive pas à mutualiser un certain nombre d'outils simples, tout le monde va se ruer sur les outils des standards dominants, et je trouve ça assez dommage. Et puis moins riche de toute façon. Voilà, merci beaucoup. Quelques questions par ailleurs, parce que comme j'ai fait exprès d'être SRU, c'est ça. C'était sur une douzaine d'heures, parce qu'on est vraiment sur du générique, là, pour le coup, t'es pas sur des choses. Non, j'ai pas entendu, non. Sur Google Maps, non, sur Google Maps, ça va beaucoup plus vite, mais là c'est une demi-journée tout seul. Donc ça, c'est pas la même. Juste sur la construction des bases de données, et ça concerne aussi Colin et Yann, qui est-ce qui l'a construit? Est-ce que c'est le développeur ou le journaliste? Alors, ça dépend comment on travaille. C'est-à-dire que dans des cas, en général, c'est les deux. Je sais que souvent, j'ai du mal à l'imposer, mais je voulais qu'il y ait un journaliste à côté du développeur, y compris quand il remplit sa base. Parce qu'il y a des moments, tu as des manipulations de données quand tu vas vite, où tu fais pas trop gaffe et tu te dis c'est pas grave, le mec croit avoir compris. Et effectivement, le développeur en général a tendance d'ailleurs à croire, et souvent à juste titre, que le journaliste ne sait pas compter. Le développeur en général est plus à l'aise avec les chiffres que le journaliste, mais il se trouve que les journalistes experts finissent par développer cette bizarre forme d'esprit où ils ne savent compter que dans leur domaine. Parce qu'ils développent des réflexes, des circuits, des synapses qui se mettent comme ça. Et donc souvent, quand les deux sont ensemble, ça évite les grosses conneries. Donc en général, c'est le développeur qui construisait avec le rédacteur à côté qui définait ses besoins. Et alors le truc qu'on a fait qui ne marche pas du tout à l'envers, c'est le rédacteur qui croit qui va, écoute, tout va bien, regarde, je t'ai fait un beau tableau Excel, t'as plus qu'à le faire. Et alors là, c'est la cata parce qu'évidemment, il arrive avec un tableau qui est absolument pas structuré comme il faudrait, donc ça vaut rien, c'est la même chose. Et puis parfois les données, c'est pas un tableau Excel, ça c'est un cas... Mais c'est le cas simple. Parfois ça va être un tableau fait un peu n'importe comment dans un document Word. Donc là, export en texte, on passe des regex dessus, etc. On essaie de formater les données et on va les faire valider par un journaliste qui va repasser sur le document Excel par exemple. Donc on peut avoir des étapes, moi je trouve personnellement intéressantes, qui sont assez lourdes de découpage des données, finalement de récupération des données à partir de formats qui sont très très hétéroclites. Mais lui, il kiffe de faire ça, alors moi je trouve ça insupportable. C'est bien de faire en tête des complémentaires. Mais pour rebondir sur ce que dit Colin, il y a un exemple qui est génial, c'est l'application qu'on a fait sur les 600 raisons pour lesquelles il ne faut pas voter Sarkozy. Et au départ, c'est un lecteur qui nous a envoyé ça. Et je me souviens très bien de Blondine qui était à côté de moi et qui disait oh, c'est génial, il a fait une compilation incroyable, chaque info est sourcée, il a rajouté un lien et tout. Et je prends une demi-journée pour faire des copier-coller pour le mettre dans un article. Et franchement, ça arrête à faire ça. C'était un document Word. Et c'était un document Word. Et moi, je regarde ce document Word et en fait, je perçois que le mec, il avait mis la raison pour laquelle il n'a pas voté Sarkozy. Et à chaque fois, une note de bas de page. Et dans la note de bas de page, j'avais l'URL. Et je dis, ça ressemble à des données à peu près structurées. Et je me suis dit à Blandine, non, laisse tomber, on va aller voir Colin. C'est là que Colin arrive et commence à faire ses expressions régulières, ces trucs et tout. Mais au départ, c'était juste un fichier Word en fait. Donc c'est vrai que tu peux avoir le réflexe de te dire, bon, je vais faire les copier-coller, je vais faire la base moi-même. Et des fois, non, il ne faut pas se lancer là-dedans, il faut se dire, je renvoie la balle à mon développeur qui lui a des outils vraiment pour ça. J'ai un autre exemple là-dessus qui m'a frappé en juin dernier, c'était sur les festivals de l'été. Je discute avec le type qui était en charge de la partie culture sur le net. Et je lui dis, tiens, l'idée là, a publié la carte des festivals de l'été en papier. Et je lui dis, mais c'est cool, t'as pas une version net cliquable, ça paraîtrait. Et il me fait, non, il n'y avait pas les ronds pour le faire cette année. Et je lui dis, mais ça a bien été rempli, il y a bien un fichier quelque part. Il me dit, oui, mais c'est un fichier qui ressemble à rien. Et je lui dis, on voit quand même. Et effectivement, même réflexe, vu que ça avait une gueule, ça ressemblait. Putain, c'était mal structuré, mais tu sentais des trucs, des répètes, des patterns. Des trucs qui se répétaient et tout. Je l'ai filé à un développeur qui m'a dit, banco, il a fait un script en Python ou autre chose, et il a craché un fichier Excel, on a fait une carte. Je
ça a pris 3 heures. Et on avait, c'est pareil, là, alors pour le coup, c'est pas de la grande information, c'est pas du scoop, c'est du pur serviciel. Mais à partir du moment où on se fait chier à faire une sélection de festivals, ce qui était le cas, c'est Jean-Yves Chef de Salle de Sculpture, avec le Salle de Sculpture qui s'était emmerdé avec qui fait son boulot, de faire une vraie sélection de tous les festivals qui pour eux comptaient en France, et à un moment ce boulot est fait, de pas arriver à faire les 3 heures, juste les 3 heures supplémentaires, parce que simplement les gens ne se parlent pas, c'est quand même vraiment gâchis. Et je suis persuadé que des cas comme ça dans les rédacs, il y en a, mais partout, et tout le temps. Le Salle de Sculpture, il était content. Ils étaient ravis. Ils étaient ravis. Et en fait, après, ça déclenche des choses. Je pense que c'est comme l'histoire du mec qui arrive en disant j'ai vu la carte SRU, tiens, j'ai un tableau Excel, sur de l'Exia, ça peut peut-être servir. Plus on fait, plus ça déclenche des réflexes. C'est ça le gros intérêt. En termes de réflexes et de composition journalistique, c'est clair. C'est où je peux raconter que quand la carte de Libération est sortie, donc moi je travaille au Monde, et je travaillais un peu sur les trucs d'empreintes toxiques, et je vais voir une rubricaire sur la question, elle me dit attends, je crois que cette liste, ça me dit quelque chose. Et en fait, on avait reçu le même tableau, alors je sais plus, tout est sorti en hiver ou hiver 2008. Je crois qu'on l'a reçu en juin, que la personne avait fait un petit bout dans une fin d'article qui avait été coupé parce que c'était trop long. Et du coup, le fichier tel que avait été resté dans un ordinateur du journal sans utilisation. Ouais, c'est un exemple typique. Mais on peut pas, le journaliste peut pas, enfin s'il l'a jamais vu, s'il sait pas que c'est possible, c'est vrai que pour un journaliste entre guillemets lambda, c'est inexploitable. Et la collaboration marche aussi si vous avez des développeurs qui sont, et moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas, curieux d'informations et qui, c'est vrai que nos développeurs à 89 sur le forum interne, souvent ils sont parmi les premiers à signaler des liens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des outils de veille un peu plus élaborés que les journalistes, donc ils chopent des trucs, voilà. Je me souviens qu'Olain nous parlait par exemple de Reddit il y a déjà il y a 4 ans ou il y a 3 ans. Moi j'allais voir sur Reddit, je comprenais rien, etc. Et aujourd'hui j'ai pris le réflexe, mine de rien, de comprendre un peu la dynamique de Reddit et m'y intéresser. Donc je pense que de plus en plus on va avoir des générations de développeurs un peu hyper informés, entre guillemets, et qui vont avoir aussi cette envie d'aller vers l'info et d'aller vers le journalisme. Et pas ce cliché du geek dans son coin qui développe ses trucs sans discuter, sans avoir de curiosité sur le monde. Ils sont où au monde, les informaticiens, physiquement? Je sais pas. Ça, il y en a plusieurs, je sais pas où ils sont tous. C'est vrai que c'est un enjeu, ça. Et l'idée ils sont sur le... Alors, en fait, il y a deux... non, c'est pas, on a jusqu'au bout. Il y a 2 types d'informaticiens. Il y a les informaticiens qui sont chargés de l'infrastructure du journal, donc ça va des imprimantes au parc informatique et au réseau global. Et il y a les informaticiens entre guillemets, du web, qui s'occupent donc du site, et eux sont avec les journalistes. C'est le même plateau. Donc c'est avec eux, évidemment, qu'on travaille sur ces projets-là,